Le règne animal est plein d'histoires fascinantes, mais elles ne sont pas toutes aussi attachantes qu'elles le paraissent. Aujourd'hui, nous vous emmènerons faire un tour des comportements les plus inattendus, impitoyables, et, franchement, terrifiants de certains parents animaux. Des oiseaux qui abandonnent leurs petits avant même leur naissance, aux insectes qui dévorent leurs propres enfants s'ils deviennent gênants. Nous découvrirons comment la nature peut être aussi ingénieuse que cruelle, avec des stratégies de survie qui défient tout ce que nous pensions savoir sur la maternité et la paternité. Numéro 1. Le coucou et son astuce parentale. Dans le vaste et diversifié règne animal, il y a des histoires de parentalité qui surprennent par leur complexité. Parmi celles-ci, se distingue le comportement du coucou, un oiseau qui a perfectionné une stratégie de reproduction hors du commun, le parasitisme de couvée. Loin d'assumer la responsabilité d'élever ses propres oisillons, la femelle du coucou a développé une méthode qui combine ingéniosité et opportunisme pour garantir la survie de sa progéniture. Tout commence par la recherche d'un nid étranger. La femelle du coucou localise un nid qui contient déjà des œufs d'une autre espèce, généralement d'oiseaux plus petits et moins agressifs. Ce nid doit être temporairement inoccupé, ce qui permet à la mère coucou d'agir sans interruption. Une fois l'objectif identifié, le coucou exécute une manœuvre audacieuse. Elle avale l'un des œufs originaux pour libérer de l'espace et dépose ensuite son propre œuf à sa place. Ce nouvel œuf, bien que similaire en apparence, est plus grand et présente des caractéristiques conçues pour tromper les propriétaires du nid non averti. La ruse ne s'arrête pas là. L'œuf du coucou a une période d'incubation plus courte que celle des œufs natifs du nid. Cela signifie que, lorsque l'oisillon du coucou éclot, il le fait avant les autres. Dès qu'il ouvre les yeux, le jeune coucou est déjà programmé pour éliminer la concurrence. Il utilise sa force supérieure pour expulser les autres œufs ou oisillons du nid, s'assurant que tous les soins parentaux lui soient exclusivement dédiés. Ce comportement n'est pas un hasard. L'oisillon du coucou grandit rapidement et montre une voracité impressionnante, obligeant les parents adoptifs à travailler sans relâche pour le nourrir. L'oisillon est si grand qu'il ne tient même pas bien dans le nid, et sa taille disproportionnée est évidente. Cependant, les parents hôtes semblent ignorer cette anomalie et continuent de lui fournir de la nourriture avec diligence. Numéro 2. Les coléoptères nécrophores et leurs punitions extrêmes. Dans le monde des insectes, les coléoptères nécrophores se distinguent par leur approche particulière de l'élevage. Ces créatures, qui combinent des compétences de recyclage avec des instincts maternels, ont développé une stratégie qui mêle soin et brutalité. Leur nom provient de leur habitude d'enterrer les cadavres de petits animaux, comme les oiseaux ou les souris, qui servent de source de nourriture pour leurs petits. Tout commence avec une mère coléoptère à la recherche d'un cadavre adéquat. Une fois qu'elle le trouve, elle l'enterre dans le sol pour le protéger des autres charognards et éviter qu'il ne se décompose rapidement. Avant d'enterrer le corps, elle le recouvre de sécrétions antimicrobiennes qui retardent sa détérioration, s'assurant qu'il reste en bon état pour nourrir ses larves. Ce comportement démontre une planification méticuleuse, mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Lorsque les larves éclosent, elles trouvent un foyer charnu, plein de nutriments. La mère, le scarabée, ne leur fournit pas seulement ce logement, mais elle les nourrit aussi en régurgitant de la viande prédigérée, une tâche qui demande effort et attention. Cependant, il y a un problème. La nourriture n'est jamais suffisante pour toutes les larves. C'est là que la nature implacable de cette mère entre en jeu. Les larves ont une manière particulière de demander de la nourriture. Elles frappent doucement les mandibules de leur mère avec leurs pattes, un signal indiquant la faim. Mais la mère scarabée ne répond pas automatiquement à ces demandes. Si une larve devient trop insistante ou dérange excessivement, la mère peut prendre une décision drastique, la dévorer. Ce comportement, connu sous le nom de cannibalisme filial, remplit une fonction spécifique dans la dynamique familiale des scarabées enterrés. Numéro 3. Les requins et la lutte pour naître. Quand il s'agit de stratégies de survie extrêmes, les requins offrent une leçon sur la façon dont la nature peut être aussi fascinante qu'impitoyable. Dans certaines espèces, le processus de reproduction inclut une compétition féroce entre les petits avant même qu'ils ne naissent. Ce phénomène, connu sous le nom de cannibalisme intra-utérin, transforme l'utérus en une arène où seuls les plus forts ont la chance de sortir dans le monde. Le processus commence avec la mère requin, qui porte plusieurs embryons dans son ventre. Selon l'espèce, il peut y avoir jusqu'à 20 petits en développement dans 2 utérus séparés. Au début,
ces embryons semblent coexister dans un calme relatif, mais tout change lorsqu'ils commencent à développer des mâchoires et des dents acérées. Une fois que cela se produit, l'harmonie utérine se transforme en champ de bataille. Les requins embryonnaires, plus forts et plus développés, commencent à dévorer leurs frères et sœurs plus faibles. Ce comportement ne leur fournit pas seulement les nutriments nécessaires pour continuer à grandir, mais il assure également qu'à la fin, un seul par utérus survit pour naître. C'est un processus brutal qui illustre la dure réalité de la sélection naturelle, où le plus apte prévaut même avant de sortir dans le monde extérieur. Ce mécanisme a un but évolutif, c'est clair. Les requins. En tant que prédateurs au sommet des écosystèmes marins, ils ont besoin de progéniture forte et bien préparée pour affronter les défis de l'océan. En éliminant les plus faibles dès le début, la mère s'assure que ses descendants ont une plus grande probabilité de survivre dans un environnement hostile. Plein de prédateurs et de concurrence. D'un point de vue humain, ce comportement peut sembler cruel et perturbant. L'idée qu'une mère permette, et même facilite, un combat mortel entre ses petits est difficile à accepter. Cependant, dans le monde des requins, cette pratique garantit que les ressources limitées de la mère se concentrent sur le développement des individus les plus forts, maximisant ainsi les chances de succès reproductif. Numéro 4. Diable de Tasmanie et la lutte pour la vie. Dans le règne animal, peu ont un début aussi brutal que les diables de Tasmanie. Ces petits marsupiaux, connus pour leur apparence féroce et leur morsure puissante, affrontent l'un des processus d'élevage les plus intenses et impitoyables du monde. Naturel. Dès le moment où ils naissent, leur vie. C'est une course contre la montre pour la survie, marquée par la compétition et les limitations physiques imposées par leur propre mère. L'histoire commence lorsque la mère diable de Tasmanie donne naissance à une portée impressionnante de jusqu'à 50 petits, connus sous le nom de Joey. Ces petits, de la taille d'un grain de riz, sont extrêmement vulnérables et sans défense. Leur première mission, un véritable exploit de persévérance, consiste à voyager depuis le canal de naissance jusqu'au marsupium, ou poche, de leur mère, où ils pourront se nourrir et continuer leur développement. Le problème réside dans le fait que la mère n'a que 4 glandes mammaires à l'intérieur de sa poche. Cela signifie que, parmi les 50 nouveau-nés, seuls 4 auront la chance de survivre. Pour compliquer encore plus la situation, la poche n'est pas assez grande pour accueillir toute la portée. Par conséquent, la lutte commence dès l'instant où ils naissent. Les Joey rivalisent férocement pour un endroit sûr dans la poche et pour accéder aux sources limitées de lait maternel. La compétition est si intense que ceux qui ne parviennent pas à s'accrocher à l'une des glandes ne survivent tout simplement pas. Les petits qui arrivent en premier et parviennent à se garantir une place dans la poche sont ceux qui ont le plus de chances de survivre. Pendant ce temps, les autres périssent rapidement, soit par manque de nourriture, soit en étant exposés à l'environnement extérieur. Ce phénomène peut sembler cruel, mais d'un point de vue évolutif, il a du sens. La mère diable de Tasmanie, limitée par ses ressources, ne peut pas s'occuper de tous les petits. En permettant seulement aux plus forts et aux plus rapides de survivre, elle garantit que les individus les plus aptes perpétuent l'espèce. Numéro 5. Les phobes du Groenland et l'abandon abrupt. Dans les vastes étendues de l'Arctique, où la glace domine le paysage, les phobes du Groenland donnent naissance à leurs petits dans un environnement qui, bien que magnifique, est rempli de dangers. Ces adorables créatures, connues pour leur pelage blanc et duveteux, commencent leur vie avec un lien intense mais bref avec leur mère. Ce qui suit est l'une des stratégies de reproduction les plus rapides et surprenantes du règne animal. Tout commence avec la naissance des petits, qui viennent au monde sans graisse corporelle, ce qui les rend extrêmement vulnérables au froid. Pendant les 12 premiers jours de leur vie, la mère phobe du Groenland consacre toute son énergie à les nourrir et à les soigner. Le lait qu'elle produit est exceptionnellement riche en graisse, avec une teneur proche de 50%, ce qui permet aux petits de prendre du poids rapidement. Ils gagnent jusqu'à 5 livres par jour. Ce processus est essentiel pour leur survie, car ils doivent accumuler une épaisse couche de graisse qui les protège du froid intense de l'Arctique. Pendant cette période, la mère montre une dévotion inébranlable. Elle se nourrit à peine et reste aux côtés de son petit en tout temps, le protégeant du climat et des prédateurs potentiels. Cependant, cette dévotion a une limite. Au bout de 12 jours, la mère, désormais amaigrie et épuisée, abandonne brusquement son petit. Sans adieu ni préparation, elle glisse sur la glace et retourne à l'océan à la recherche de nourriture, laissant son petit complètement seul. Pour le petit,
cet abandon est un choc soudain. Bien qu'il ait pris du poids et gagné en force durant les premiers jours, il n'est pas encore prêt à survivre par lui-même. Sans la protection et les soins de sa mère, il fait face à une période critique d'environ 1 mois et demi. Pendant ce temps, il reste immobile sur la glace, sans nourriture. Et vulnérable aux prédateurs comme les ours polaires et les renards arctiques. De plus, la fonte des glaces ajoute. Un autre risque, la possibilité de se noyer avant d'apprendre à nager. Numéro 6. Les fourmis Dracula et l'alimentation sandine. Dans le monde des fourmis, peu d'espèces ont des habitudes aussi troublantes que les fourmis Dracula. Ce nom particulier n'est pas un hasard, car ces petites créatures ont développé une méthode unique pour se nourrir. Elles boivent l'hémolymphe, un liquide analogue au sang de leurs propres larves. Bien qu'à première vue, cela semble être un cas de pur cannibalisme, ce comportement est en réalité beaucoup plus complexe et surprenant. Les fourmis Dracula, connues scientifiquement sous le nom de Mystrium, habitent principalement dans les forêts tropicales. Leur vie au sein des colonies est organisée avec précision et chaque membre joue un rôle spécifique. Dans cet écosystème souterrain, les ouvrières ont la tâche particulière de nourrir la reine et elle-même avec une ressource interne, leurs propres larves. Étant donné que les fourmis adultes manquent de mandibules adaptées pour mâcher des aliments solides, les larves deviennent une source cruciale de nutriments. Ce processus, connu sous le nom d'alimentation larvaire avec hémolymphe, commence lorsque les ouvrières localisent les larves les plus grandes et robustes de la colonie. Elles utilisent leurs mandibules acérées pour faire de petites incisions sur le corps des larves, d'où elles extraient soigneusement le liquide vital. Une fois les mollusques collectés, elles la régurgitent pour nourrir la reine et le reste de la colonie. Le plus surprenant dans ce comportement est que les larves ne sont pas entièrement dévorées. Malgré les blessures subies, elles parviennent à survivre et continuent de se développer jusqu'à atteindre le stade adulte. Ce type de cannibalisme, non destructif, assure que les larves continuent de jouer leur rôle dans le cycle de vie de la colonie. Bien qu'au prix d'un sacrifice temporaire. Numéro 7. Crabe rouge de l'île de Noël. Chaque année, entre octobre et décembre, un phénomène extraordinaire se produit sur l'île de Noël, une petite île dans l'océan Indien. Là-bas, des millions de crabes rouges entreprennent une migration massive de la jungle vers la côte pour se reproduire. Cet événement, connu sous le nom de la migration du crabe rouge, est l'un des spectacles les plus impressionnants du monde naturel. Cependant, derrière cette merveille se cache un comportement parental qui, pour beaucoup, est choquant. Les femelles crabes rouges portent la responsabilité de perpétuer leur espèce. Une fois qu'elles arrivent à la côte, elles pondent des centaines de milliers d'œufs dans l'océan. La synchronisation avec les marées et la phase lunaire est cruciale pour garantir que les œufs soient correctement distribués dans l'eau. Cependant, le destin de ces œufs est soumis à de multiples dangers. Pendant 1 mois, les minuscules larves flottent à la dérive dans l'océan, affrontant des prédateurs et des conditions adverses. Seules quelques-unes parviennent à survivre et à revenir sur l'île. Ce qui rend ce cycle encore plus fascinant et perturbant, c'est le comportement des femelles lorsqu'elles retournent dans la jungle. Parfois, ces femelles, affamées après leur intense migration, rencontrent des bébés crabes faisant le voyage inverse, revenant de la mer vers la terre. Fern. Ce qui pourrait sembler être une rencontre attendrissante se transforme rapidement en une scène digne d'un film d'horreur. Certaines mères crabes commencent à manger les petites larves, même si ce sont leurs propres descendants. Ce comportement, bien que surprenant, a une explication évolutive. Après des semaines d'efforts physiques et de jeûne, les femelles ont besoin de reconstituer rapidement leur énergie pour survivre et se reproduire à nouveau. Pour elles, les larves représentent une source de nutriments facile et accessible. Numéro 8. Les hamsters et le stress de l'infanticide. Les hamsters, ces petits rongeurs, souvent populaires comme animaux de compagnie, cachent un comportement maternel qui peut sembler choquant. Malgré leur apparence inoffensive, les femelles hamsters sont connues pour commettre l'infanticide dans certaines circonstances, dévorant leurs propres petits. Bien que cela puisse sembler effrayant, les raisons derrière ce comportement sont profondément enracinées dans la biologie et les stratégies de survie. Tout commence avec la naissance. Les femelles hamsters peuvent donner naissance à des portées allant jusqu'à 20 petits. Ces nouveau-nés minuscules sont complètement dépendants de leur mère pendant leurs premières semaines de vie. Cependant, cette période d'élevage ne se déroule pas toujours sans encombre.
Lorsqu'une femelle hamster perçoit une menace dans son environnement ou éprouve des niveaux élevés de stress, elle peut décider que la seule solution viable est de réduire le nombre de petits. L'infanticide chez les hamsters est généralement lié à plusieurs réseaux. L'un des plus courants est le stress environnemental. Un environnement bruyant, un espace inadéquat ou la présence d'étrangers peuvent faire en sorte que la mère se sente dépassée. Face à cela, elle choisit de réduire la charge de soins en éliminant certains de ses petits. Une autre raison est la perception de faiblesse chez les nouveau-nés. Si la mère identifie des petits particulièrement petits ou malades, elle peut décider de privilégier les plus forts. En s'assurant que les ressources disponibles soient destinées à ceux qui ont le plus de chances de survivre. On pense également que la nutrition joue un rôle crucial. Après l'accouchement, les femelles de hamster ont besoin de reconstituer les énergies et les nutriments perdus pendant la grossesse et l'accouchement. Dans des conditions où l'accès à la nourriture est limité, les petits peuvent devenir une source immédiate de protéines et d'énergie. Cet acte, bien que drastique, permet à la mère de survivre et d'être en condition de se reproduire à nouveau à l'avenir. Numéro 9. Les koalas et leur régime alimentaire particulier. Quand nous pensons aux koalas, des images de créatures adorables accrochées aux arbres d'eucalyptus nous viennent probablement à l'esprit. Cependant, derrière leur apparence douce et tranquille, les koalas cachent un comportement maternel qui, bien que nécessaire, peut sembler peu agréable pour ceux qui ne sont pas habitués aux curiosités du règne animal. Cette histoire commence avec un petit koala, communément appelé Joey, et son régime alimentaire singulier dans les premières étapes de sa vie. À la naissance, les Joey sont minuscules, aveugles et sans poils. Leur voyage vers la survie commence par un exploit incroyable. Ils trouvent leur chemin depuis le canal de naissance jusqu'à la poche de leur mère, sans aide extérieure. À l'intérieur de la poche, le Joey s'attache à l'une des glandes mammaires de la mère, où il se nourrit exclusivement de lait. Pendant les 6 premiers mois de sa vie, c'est là qu'il se développe, grandissant lentement et commençant à acquérir les caractéristiques que nous connaissons des koalas, comme la fourrure et les oreilles distinctives. Le véritable défi arrive lorsque le Joey atteint 22 semaines. À ce stade, son régime alimentaire doit changer, car il doit se préparer à consommer des feuilles d'eucalyptus, qui sont toxiques pour la plupart des animaux, en raison des composés chimiques qu'elles contiennent. Les koalas adultes peuvent digérer ces feuilles grâce à des bactéries spécialisées dans leur système digestif. Pour transmettre ces bactéries à leurs petits, les mères koalas ont recours à une solution peu conventionnelle, les nourrir avec de la bouillie. La bouillie n'est rien d'autre que des excréments, spécialement traités par la mère koala. Cette substance est plus humide et plus facile à digérer que les excréments normaux. Et elle contient les micro-organismes essentiels qui aideront le Joey à digérer les feuilles d'eucalyptus. Le processus commence lorsque le petit koala se penche hors de la poche de sa mère pour consommer directement la bouillie. Bien que cela puisse sembler peu appétissant, cette étape est fondamentale pour la survie du Joey, car sans ces bactéries, son système digestif ne serait pas capable de gérer son régime alimentaire adulte. Numéro 10. Aigle noir et le fratricide pernis. Dans les hauteurs des forêts montagneuses du sud-est asiatique et de la Chine, les aigles noirs ont perfectionné une méthode d'élevage qui, bien qu'efficace pour la survie de l'espèce, peut sembler impitoyable d'un point de vue humain. Ces majestueux oiseaux. Connus pour leur élégance et leur compétence de prédateurs, ils adoptent une approche unique dans l'élevage de leurs petits, permettant aux lois les plus dures de la nature de se dérouler sans intervention. L'histoire commence lorsque la mère aigle pond 2 œufs dans son nid, construit dans les cimes des arbres les plus hauts. Lorsque les 2 œufs éclosent, les oisillons semblent partager un environnement prometteur. Cependant, cet équilibre apparent est éphémère. Dès le début, les probabilités sont contre le poussin le plus faible, car la compétition entre frères et sœurs ne tarde pas à surgir. À mesure que les deux luttent pour la nourriture fournie par leur mère, le poussin le plus fort, généralement le premier-né, établit rapidement sa domination. Le fratricide est une pratique courante parmi ces aigles. Le poussin le plus fort attaque constamment le plus faible, le picorant et le poussant vers le bord du nid. Ces affrontements sont intenses et fréquents. Ils se terminent souvent par la mort du frère cadet. Ce qui est encore plus surprenant, c'est l'attitude de la mère pendant ce processus. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la mère aigle n'intervient pas. De son point de vue, cette lutte est une forme naturelle de sélection qui garantit que seul le plus fort survit. Lorsque le frère le plus fort parvient à éliminer le plus faible,
le conflit ne s'arrête pas là. Dans certains cas, la mère et le poussin survivant peuvent même consommer les restes du poussin mort. Cette pratique assure que les ressources nutritives ne sont pas gaspillées et renforce encore plus au seul survivant, qui a maintenant de plus grandes chances d'atteindre l'âge adulte et de perpétuer l'espèce. Numéro 11. Hippopotame et infanticide masculin. Dans les eaux tranquilles des rivières et lagunes africaines, où les hippopotames semblent souvent être des animaux paisibles et détendus, se développe une dynamique familiale qui contredit leur apparence sereine. Bien que les femelles hippopotames soient des mères protectrices et dévouées, les conflits internes du groupe, notamment ceux menés par les mâles dominants, transforment souvent l'élevage en un défi mortel. La vie d'un hippopotame nouveau-né commence par une dépendance totale envers sa mère. La mère hippopotame, connue sous le nom de vache, donne généralement naissance à un seul petit après une longue période de gestation de 8 mois. Dès le moment de la naissance, la mère montre un fort instinct protecteur. Le petit reste toujours près d'elle, apprenant même à nager sous sa supervision. Cependant, ce lien n'est pas suffisant pour garantir la sécurité du jeune hippopotame. Au sein de la structure sociale des hippopotames, le mâle dominant joue un rôle crucial, mais souvent conflictuel. Pour maintenir son statut de leader dans le troupeau, le mâle doit empêcher que d'autres mâles plus jeunes grandissent et deviennent des concurrents potentiels. Cet instinct pousse les mâles dominants à attaquer et, dans de nombreux cas, à tuer les petits mâles, même s'ils appartiennent à leur propre troupeau. L'infanticide devient alors un outil pour éliminer les menaces futures à sa position. Numéro 12. Les chevaux et la stratégie de la tromperie. Dans les prairies et les champs, où les chevaux courent librement, les dynamiques sociales de ces majestueux animaux peuvent sembler pacifiques et harmonieuses à première vue. Cependant, la vie au sein d'un troupeau de chevaux est pleine de stratégies évolutives, surtout lorsqu'il s'agit de la survie des poulains. Les juments enceintes ont développé une méthode ingénieuse, et parfois extrême, pour protéger leurs petits des mâles agressifs, dont l'instinct peut mettre en danger les nouvelles générations. Lorsqu'une jument tombe enceinte, son corps commence à se préparer pour une longue gestation qui peut durer jusqu'à 11 mois. Pendant ce temps, la mère ne doit pas seulement prendre soin d'elle-même, mais aussi penser à comment garantir la sécurité de son poulain une fois qu'il sera né. Et c'est là que son astuce entre en jeu. Pour protéger son futur petit, la jument participe à ce qui pourrait être décrit comme un jeu élaboré de tromperie. Les chevaux mâles, connus sous le nom d'étalons, ont un fort sens territorial et détestent la concurrence, même si elle provient de leurs propres enfants. Si un étalon détecte qu'un poulain n'est pas le sien, il est probable qu'il l'attaque et même le tue, pour s'assurer que ses propres gènes dominent dans le troupeau. Pour éviter ce destin, la jument adopte une stratégie inattendue. Pendant la grossesse, elle essaie de s'accoupler avec tous les mâles du groupe. Ce comportement perturbe les étalons, car aucun ne peut être complètement sûr de qui est le père du futur poulain. En conséquence, tous les mâles tolèrent le poulain à sa naissance, éliminant ainsi la menace d'infanticide. Numéro 13. Fourmis de feu et l'élimination sélective. Les fourmis de feu, connues pour leur férocité et leur organisation, se distinguent non seulement par leur capacité de travail en équipe et leur force face aux menaces externes, mais aussi par les dynamiques internes qui régissent leur colonie. Dans ce microcosme, rempli de discipline et d'efficacité, la survie de la colonie dépend de décisions qui peuvent sembler brutales, surtout en ce qui concerne l'élevage et la régulation de leur population masculine. Au sein d'une colonie de fourmis de feu, chaque individu a un rôle spécifique. Les ouvrières, toutes femelles, sont chargées de chercher de la nourriture, de défendre le territoire et de s'occuper des larves. Pendant ce temps, les mâles ont un rôle beaucoup plus limité. Manger, s'accoupler et mourir. Cependant, maintenir un équilibre entre le nombre de mâles et de femelles est crucial pour la survie de la colonie. C'est ici qu'entre en jeu la dynamique la plus particulière des fourmis de feu. L'élimination sélective des mâles. Tout commence au stade larvaire. Les ouvrières, conscientes des ressources limitées et des besoins de la colonie, elles examinent soigneusement les larves mâles. Si elles déterminent qu'il y a trop de mâles par rapport aux femelles, les ouvrières éliminent systématiquement les larves mâles excédentaires. Ce processus, bien qu'il semble impitoyable, est conçu pour optimiser les ressources et garantir que la colonie ne soit pas envahie par des individus qui ne contribuent pas activement au travail quotidien. Numéro 14. Panda géant et l'abandon sélectif. Quand nous pensons aux pandas géants,
nous les associons généralement à leur tendresse et leur tranquillité pendant qu'ils mâchent du bambou. Cependant, derrière cette image paisible, les mères pandas font face à des décisions extrêmement difficiles dans l'élevage de leurs petits. Des décisions qui peuvent sembler cruelles, mais qui sont profondément enracinées dans leur survie en tant qu'espèce. Le voyage commence avec la naissance. Les pandas nouveau-nés sont extraordinairement vulnérables. Ils pèsent à peine entre 85 et 140 grammes. Ils n'ont pas de poils. Ils sont aveugles et complètement dépendants de leur mère pour survivre. Souvent, les mères pandas donnent naissance à 2 petits jumeaux. Mais ici surgit un dilemme crucial. Elles ne peuvent presque jamais s'occuper des 2. Le problème réside dans le régime alimentaire des mères pandas. Bien que le bambou soit leur aliment principal, il est notoirement pauvre en nutriments. Cela limite la quantité de lait qu'une mère peut produire. Et avec 2 petits, diviser ses ressources entre les 2 mettrait en danger la vie des 2. La solution, bien qu'elle semble drastique, est de choisir l'un des petits et de concentrer toute son attention sur lui, tout en abandonnant l'autre. Numéro 15. Dragon de Komodo et le cannibalisme entre générations. Sur les îles reculées d'Indonésie, les dragons de Komodo, les plus grands lézards du monde, dominent leur environnement par leur taille et leur force imposante. Cependant, derrière leur apparence préhistorique et leur comportement redoutable, se cache une dynamique familiale qui défie notre compréhension de l'éducation. Pour les dragons de Komodo, la relation entre parents et enfants est tout sauf conventionnelle, marquée par l'abandon et, dans certains cas, le cannibalisme. L'histoire commence lorsqu'une femelle dragon de Komodo s'accouple et pond jusqu'à 30 œufs dans un nid soigneusement creusé dans le sol. Au cours des 8 mois suivants, ces œufs restent enterrés, protégés de l'environnement extérieur. Dans certains cas, la mère reste près du nid pour éloigner les prédateurs. Mais cette protection ne dure pas longtemps. Une fois que les œufs éclosent, les petits sont complètement seuls. Les petits dragons, qui mesurent à peine 40 cm à la naissance, font face à un monde plein de dangers. L'un de leurs plus grands ennemis est les adultes de leur propre espèce, y compris leurs parents. Les dragons de Komodo adultes n'hésitent pas à chasser et dévorer les plus petits, les voyant simplement comme une source facile de nourriture. Cette menace constante oblige les petits à grimper aux arbres, où ils restent pendant les premières années de leur vie, loin de la portée des adultes et d'autres prédateurs terrestres.